Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 7 juillet 2023, s'est tenue une conférence de presse du parti Le Renouveau démocratique sur la thématique de la relation de la Côte d'Ivoire avec la France. Pour la énième fois d'être ici à notre siège, et comme je vous avais dit au début, c'est avec vous la presse que nous allons pouvoir informer. C'est avec vous, avec la presse, que nous allons, avec cette jeunesse, apporter les solutions que nous pensons que le pays en a besoin. Et je dis merci à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver ce matin au siège et que nous nous louons et nous nous disons toujours de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Nous revenons encore sur les victimes de la crise de 2010. Plus le gouvernement attend pour régler ce problème, plus cela va coûter à l'État de Côte d'Ivoire. Le Renouveau démocratique a estimé qu'il faut 30 millions de francs CFA par victime. Et si par la grâce de Dieu nous venons au pouvoir, nous allons le régler sûr et certain. Plus on attend, plus avec le taux d'inflation, plus ça va coûter cher à l'État de Côte d'Ivoire. Et je mentionne ça, je mentionnerai ça toujours dans tous nos débats, toutes nos conversations, jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire trouve une solution définitive à ce problème. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très important, la relation avec la France et la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. C'est un sujet très important, il est sensible, je le sais, mais il est nécessaire. Et nous vous demandons de bien suivre notre démarche jusqu'à la fin pour comprendre les solutions que le Renouveau démocratique propose et à la Côte d'Ivoire et à la France. Eh bien, on va faire un peu de l'histoire. Les Portugais furent les premiers Européens à pénétrer dans le pays. Le commerce de l'ivoire, des fusils et de la traite des Noirs se mettaient en place. En effet, la Côte d'Ivoire a eu un premier contact avec la France en 1637, lorsque des missionnaires débarquent à Assili. Nous allons essayer de contracter un peu notre intervention historique pour ne pas être très long. Et la Côte d'Ivoire officiellement est devenue colonie depuis 1893. Donc au total, nous avons 400 ans de relations avec la France. C'est-à-dire 386 pour être exact, mais 400 ans de relations avec la France. Cette relation a été unilatérale. Elle a marché beaucoup plus pour la France, de 80 à 90% que pour la Côte d'Ivoire. Alors nous allons analyser cette relation en 4 volets. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les forces françaises de Côte d'Ivoire et les solutions du Renouveau démocratique. Ce qui a marché. Un navigateur et commerçant français du nom de Arthur Verdier s'installe à Assini en 1862. Il crée en 1880-81 une plantation de café à Elima, au bord de la lagune à Biche. En 1882, il va ouvrir une école privée, la toute première pour les besoins de son commerce et de ses plantations. La cacaoculture va suivre en 88 à Boisseau avec Verdier et Bretignier. Voilà donc l'introduction du café cacao et d'autres cultures par la suite qui a transformé le paysage économique de la Côte d'Ivoire pendant toute cette période. Nous sommes un pays agricole et toutes les infrastructures scolaires, sanitaires, routières, portuaires ont été possibles grâce à l'introduction du café et du cacao, ces cultures de rente, il y a plusieurs décennies de cela par la France. Beaucoup a été réalisé dans nos centres de recherche agronomique. L'agriculture emploie de nombreux Ivoiriens et procure des revenus à nos braves paysans. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier à cause de son premier rang comme producteur de cacao. Sur le plan éducatif, l'ouverture de la toute première école privée en 1882 par le même système
qui nous a permis d'avoir un système éducatif en place. À travers ce système, beaucoup de cadres seront formés ici en France, pour la plupart, surtout après les indépendances. Nombreux sont nos ingénieurs, nos médecins, militaires, pharmaciens, professeurs, économistes, etc., qui ont été formés dans les universités françaises. Cette formation universitaire a permis à la Côte d'Ivoire de connaître son premier miracle économique dans les années 70. Ce qui n'a pas marché. Je vous prie de suivre attentivement, de prendre note sur ce qui n'a pas marché. Si nous continuons cette relation avec la France jusqu'à ce jour, dans les prochains 100 ans, rien ne marchera en Côte d'Ivoire. Rien ne marchera en Côte d'Ivoire. Notre relation avec la France a été marquée par l'esclavage, les travaux forcés et une indépendance conditionnée. Notre indépendance, elle est conditionnée. Elle a été conditionnée, elle est toujours conditionnée. Rappelons que l'esclavage fut l'événement le plus triste de l'histoire de l'humanité, pratiqué dans la même période par une race blanche contre une race noire et particulièrement par 4 ou 5 pays. Nous avons dit lors de notre conférence de presse sur l'économie que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Et nous, ça ne nous gêne pas de dire que la Côte d'Ivoire est pauvre, parce que le SMIC est à 75 000 francs CFA et le PIB par habitant est à 2 468 $, soit 123 400 francs CFA par mois. C'est ça la pauvreté. Après près de 400 ans de relation avec la France, donc 63 ans d'indépendance conditionnée. Aussi, lors de notre conférence de presse sur la santé, le renouveau démocratique vous a donné des statistiques. On a eu une espérance de vie de 57 ans et 186e dans le monde. Nos hôpitaux ne sont pas suffisants et n'ont pas suffisamment de plateaux techniques. Nous n'avons pas assez de médecins spécialistes. On n'arrive pas à se soigner, à se loger, à se nourrir, à s'éduquer, à avoir du travail après les études. Vous voyez, c'est une réalité qu'il faut toujours avoir le courage de dire. Le taux réel de chômage est très élevé. En fait, nous parlons d'un taux de chômage de 40% ici en Côte d'Ivoire. Parce que les statistiques qu'on nous donne, ce n'est pas quand quelqu'un finit ses études universitaires, ouvre une petite cabine là, et c'est un travail. L'informel, non. Il n'a pas de salaire, il n'est pas employé, il n'est pas enregistré à la CNPS, il ne travaille pas en réalité. On ne considère pas ça comme étant un travailleur permanent. C'est pourquoi nous disons que le taux réel de chômage est autour de 40%. Quant à nos braves paysans, ils ont tous les problèmes liés à l'achat de leurs produits. L'économie du pays repose sur l'agriculture et pourtant, les paysans ne s'en sortent pas. Eux qui nous permettent autant d'avoir plus de 40% de nos recettes d'exportation provenant de leur dur labeur. Nous allons parler des paysans lorsque nous allons avoir une conférence de presse sur l'agriculture. Permettez-nous de dire la vérité que tout le monde sait. Pour mieux savoir la cause de cette pauvreté et notre état de développement, il faut remonter aux accords coloniaux de 1959 que la France a signés à ses anciennes colonies après une période triste de l'esclavage et des travaux forcés. Eh bien, nous allons nous intéresser pour le moment aux accords 1 et 2. L'accord 1, la dette coloniale pour rembourser des bénéfices de la colonisation. Ce qui veut dire que les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Mais, mesdames, messieurs, de quels bénéfices parle la France? Ces infrastructures ont été construites pendant les travaux forcés. Les Français ont déjà tiré profit. Ainsi, qui donne le coût réel de ces infrastructures? Quand la France nous dit qu'on doit rembourser, mais qui donne ce coût réel? Quelle est la contre-expertise des Africains? En 1958-59, dites-moi exactement quels sont les spécialistes économistes que nous avons. L'université d'Abidjan n'était même pas créée. Aucune grande école. Et on nous dit qu'on doit rembourser quelque chose, on nous donne un chiffre qu'on ne peut pas faire une contre-expertise. On a déjà vu ce scénario avec Saint-Domingue, en Haïti.
la France de Napoléon avait été battue par la révolte haïtienne en 1804. La France s'est réorganisée avec un blocage militaire de l'île et a demandé réparation avant de reconnaître l'indépendance de cette île. La réparation était pour la perte des esclaves et de ses plantations, avait affirmé la France. C'est aussi le même principe de réparation qu'on nous a demandé avec l'accord numéro 1. Savez-vous que Haïti a payé à la France 21 milliards de dollars de 1804, son dernier chèque a été créé en France en 1947. Cela a complètement ruiné ce pays, qui est le seul pays francophone d'ailleurs dans cet hémisphère des Caraïbes jusqu'à nos jours. Une ancienne colonie française. L'accord numéro 2 et numéro 8. Ce sont les accords les plus mauvais que le renouveau démocratique a souligné et qui sont à la base du sous-développement de la Côte d'Ivoire et des pays francophones. L'accord numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. L'accord numéro 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA. C'est-à-dire que les Africains devraient déposer les réserves financières 75% auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Ce sont ces réserves que la France utilise pour son développement. Ce sont ces mêmes réserves que la France utilise pour les prêts aux pays africains. Les assistances budgétaires qu'on nous donne ici par là, l'aide au développement, proviennent de ces réserves. Eh bien, les pays francophones ont déposé à la Banque de France des milliards de dollars depuis 1961, que la France contrôle et que la France utilise pour ses investissements. Le coût d'opportunité. On dit coût d'opportunité, c'est-à-dire que si les Africains avaient ces fonds, ils pouvaient investir, l'utiliser, et comme ils n'ont pas ces fonds, nous l'appelons ça coût d'opportunité, pour les pays francophones, s'élève à des milliards d'euros, qu'on pourrait nous demander à la France une réparation, ou bien même un remboursement, comme la France l'a fait avec les remboursements de ses infrastructures pendant la période coloniale et avec l'Haïti. Nous le répétons, la Banque centrale, la BCEAO et la BEAC n'ont en réalité pas de liquidité pour stimuler l'économie des pays membres et ne prennent aucune décision politique monétaire. Elles-mêmes, à cause des accords que la France nous a fait signer. Le Trésor français décide tout. Jusqu'à ce jour, les banques centrales francophones combattent plutôt l'inflation au lieu d'avoir une politique d'investissement et de développement économique. C'est quand même curieux qu'aucun gouvernement de notre pays, depuis Houphouët-Boigny, en passant par le gouvernement du Premier ministre Alassane Dramane quand il était Premier ministre, du président Bédié, Guèye, Gbagbo et Alassane, et c'est quand même curieux que personne n'a essayé de mettre en cause ces 11 accords. Nous avons tous travaillé sous ces 11 accords. C'est vraiment, vraiment curieux. Et nous, personne n'a essayé de quitter ces accords. Même pas pour voir ce que cela pouvait donner. Eh bien, les entreprises françaises bénéficient de revenus qui sont souvent exonérés d'impôts, réexportés. Ils exportent leurs profits parce que c'est le code d'investissement qui le permet. Et ajouter à cela les réserves déposées à la Banque de France et le fait que nous ne produisons pas les biens d'équipement parce que nous consommons presque tout. On dépose 65% de nos biens, de nos réserves en France. La France, selon le code d'investissement, réexporte ses profits. Et quand on va vendre notre café cacao, c'est-à-dire on va en France, on vend notre café cacao, avant de revenir, d'abord on doit déposer 65% à la Banque de France. Ensuite, puisqu'on ne produit rien, on achète des biens d'équipement avec 30%. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir à la banque, à notre banque? Absolument rien. Il n'y a aucun sou dans nos banques. La Banque centrale n'a absolument pas de sous parce que tout reste en France. Vous voulez développer un pays de cette façon? Incroyable. C'est pourquoi nous avons une économie de subsistance. Notre économie, c'est ce qu'on appelle l'économie de subsistance. On vit, on vend du café cacao, on va prendre un peu de prêt à la banque, les institutions multilatérales, Banque mondiale, Banque FMI, on revient,
On trace les routes, quelques écoles, quelques dispensaires, du Puy au Fouet jusqu'au gouvernement d'Alassane. C'est tout ce qu'on fait. Routes, écoles, infrastructures sanitaires. Ça s'arrête là. Dites-moi, à quel moment on va s'industrialiser? Il n'y a aucune économie aujourd'hui développée qui n'est pas industrialisée. Vous ne pouvez pas développer votre économie avec l'agriculture. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Il faut ramener l'agriculture qui fait partie de notre PIB à entre 9 et 8, 10%. Nous sommes très élevés, c'est-à-dire tout dépend de l'agriculture. Il suffit qu'il y ait des fluctuations, nous n'avons plus d'économie. C'est pourquoi nous avons tous les problèmes du monde. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est comment la France, en même temps qu'elle signait les accords de Bretton Woods en 1945, l'économie de l'Europe est détruite. Si vous regardez les images d'après 1945, l'Europe est complètement détruite. L'accord de Bretton Woods a été mis en place pour redresser ces économies et les Américains qui n'ont vraiment pas été atteints par la guerre, parce que la guerre était presque en Europe, ont presque fourni le plan Marshall et beaucoup de financement pour l'Europe. La France a signé ces accords. En même temps qu'elle signait ces accords, elle mettait en place un système de francs CFA qui allait complètement serrer le cou aux pays africains, aux colonies africaines. Et pour contrôler le coût d'accès aux matières premières de ces colonies et protéger le précaré français des autres blocs monétaires contrôlés par le Royaume-Uni, la zone sterling, qui a vite disparu. Donc la France a axifié, je peux utiliser ce mot-là, jusqu'à ce jour, l'économie de la Côte d'Ivoire et des pays africains. Tous nos gouvernements, y compris celui-là, croient fermement à la parité avec cet accord. Et puis, la parité, elle n'est pas bonne pour nous. On nous dit, y compris notre président, que c'est ce qui stabilise notre monnaie. Non. Ce qui stabilise notre monnaie, c'est parce qu'il y a plusieurs pays qui l'utilisent. Ce n'est pas à cause de la garantie que la France donne aux francs CFA. Plus une monnaie est utilisée par des pays, plus elle s'est stabilisée. Si vous prenez, parce qu'on a souvent tendance à prendre l'exemple du Ghana, des autres pays, mais ils sont singularisés, leurs monnaies, ils sont seuls à l'utiliser. Pourquoi l'Europe s'est mise ensemble? Pourquoi ils ont créé l'euro? Plus plusieurs pays utilisent la même monnaie, une politique monétaire interne, plus cette monnaie a de la valeur. Plus il y a un volume d'activité économique interne dans un pays, plus la monnaie s'apprécie. C'est tout. Donc ce n'est pas vrai, cette parité que nos gouvernements ont cru. Eh bien, il n'y a pas de parité, puisque si vous dites qu'il y a une parité, vous attachez notre monnaie à votre monnaie, ça dit que ça l'accompagne à tout moment. Et pourtant, en 1994, la France a pris unilatéralement la décision de dévaluer notre monnaie à 50%. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France dévalue la monnaie. Si vous vendez 50 milliards de café cacao, la même monnaie peut acheter 75 milliards de café cacao. La France gagne 25 milliards, nous on perd. C'est pourquoi, en 1994, ce que vous avez, vous ne pouvez plus payer une baguette de pain, cette monnaie ne pouvait acheter qu'une demi-baguette de pain. Il y a eu des situations difficiles dans les pays francophones, enfin, quand la monnaie a été dévaluée. Parce que du coup, nos pouvoirs d'achat ont diminué de 50%. Et du coup, la France a eu son pouvoir d'achat augmenté de 50%. Donc la France a bénéficié de cette dévaluation. Ça lui a permis d'acheter du café cacao à un montant tout juste, sans faire d'efforts, et c'est ce qui est arrivé. La France a toujours utilisé une partie de l'Afrique, de l'élite africaine surtout. Et pendant l'esclavage, pendant la période coloniale, après les indépendances, jusqu'à nos jours. Et nous avons nous-mêmes participé, nous-mêmes, à notre propre chute. Parce que nous sommes plus responsables de notre sous-développement. C'est difficile de comprendre que nous avons encore ces accords que nous sommes, alors que nous sommes indépendants. Vous voyez, la France veut modifier ces accords. La France ne veut jamais se débarrasser de ces accords. Puisqu'elle a habitué à ces accords, elle n'a pas une autre politique de se débarrasser de ces accords. Donc elle y maintient son cap. Sans cet accord, pour la France, il y a des difficultés. Parlons de notre indépendance. Nous n'avons jamais été indépendants avec ces 11 accords.
D'ailleurs, nous avons lutté, mais nous ne sommes jamais battus pour notre indépendance. Vous voyez, l'histoire de l'Afrique nous apprend du Sénégal, en passant par le Ghana, Angola, Afrique du Sud, Madagascar. Pendant l'esclavage, on ne s'est jamais battu pour nous libérer. Pendant la période coloniale, on ne s'est jamais battu pour nous libérer. Et pourtant, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, on allait mourir pour l'indépendance de la France. C'est l'incompréhension que j'ai souvent quand j'analyse l'histoire de l'Afrique. Est-ce que nous sommes un peuple incapable de mourir pour notre pays? Si c'est le cas, alors nous allons toujours avoir ces situations de dépendance. En principe, puisque nous sommes allés faire la guerre pour la France et nous sommes morts pour la France aurait tout simplement donné l'indépendance, sans condition. Mais la France a conditionné cette indépendance avec 11 accords. Pourquoi je dis que c'est conditionné? C'est-à-dire, je ne vous donnerai l'indépendance que si vous acceptez ces accords, d'une manière ou d'une autre voilée. Parce que la Guinée, de ce côté, a refusé ces accords. On a organisé tout pour complètement détruire l'économie de la Guinée. Et la Guinée est jusqu'à présent là où elle est, parce qu'effectivement, il y a eu, même dans les débuts de l'indépendance, des Africains eux-mêmes qui se sont mis en accord avec la France pour complètement détruire l'économie de ce pays. Et c'est quand même étrange. Chaque fois que quelques leaders politiques se sont même plaints, surtout de la question de la monnaie, leurs gouvernements ont chuté. Vous savez l'histoire. Dans presque les pays africains où les leaders présidents, les pays africains qui se sont levés contre cette pratique, leur gouvernement a chuté. Alors quant à la démocratie, c'est une denrée rare chez nous. C'est presque inexistant. Nous ne sommes pas démocrates, même en Côte d'Ivoire. La démocratie est encore traîne. La France n'a jamais encouragé la démocratie en Afrique. Et la France a joué un rôle très important dans l'indépendance des États-Unis. Et elle refuse d'aider les pays africains dans la démocratie. Elle ne nous a jamais réellement accompagnés dans la démocratie. C'est-à-dire, plus vous servez les intérêts de la France, vous êtes OK. Dès que vous parlez des intérêts de votre propre pays, c'est un problème. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre la France. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire, ce qui est différent. Le renouveau démocratique veut mettre fin à ça. Sinon, on ne se développera jamais. Nos gouvernements jouent toujours avec la jeunesse. On ne dit pas la vérité à la jeunesse. On ne pourra jamais développer ce pays et créer suffisamment d'emplois pour cette jeunesse avec cette pratique. Le troisième volet, c'est la présence des forces françaises de Côte d'Ivoire. Cette présence est le résultat des accords 5 et 6. L'accord 5 stipule que la France a le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des anciennes colonies. L'accord 6, c'est l'accord de défense. Ici, la France a le droit de déployer des troupes et intervenir militairement dans notre pays pour défendre ses intérêts à elle. Et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires gérées entièrement par la France. La France n'est pas ici pour défendre la Côte d'Ivoire, mais pour les intérêts français. La présence militaire dans un pays, ce n'est pas nouveau. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se sont installés en Allemagne, ils se sont installés en Italie, ils étaient au Japon. Les raisons, c'était tout simplement de stabiliser l'Europe. Ils sont encore là-bas. Ils ont stabilisé l'Europe. Et finalement, l'Europe s'est développée. Pendant 78 ans, cette présence militaire américaine a apporté la paix en Europe. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le beurre et des baïonnettes. Puisque nous avons des ressources limitées, le gouvernement doit faire une décision entre produire des baïonnettes, c'est-à-dire des fusils, ou l'armement, ou du beurre. Et donc la présence militaire américaine dans ces pays ont permis à ces pays de ne pas investir du tout dans les baïonnettes, mais plutôt d'investir dans le beurre. C'est pourquoi ces pays se sont développés. En 20 ans, si vous retournez en Europe, vous n'allez même pas croire qu'il y a eu une guerre mondiale. Tout était reconstruit. En 20 ans. Nous sommes à 63 ans avec la France. Vous dépassez 2 km d'Abidjan, vous demandez est-ce que vous êtes. Réellement. La simple voie, l'autoroute
Ça fait 40 ans qu'on est en train de construire, ça n'a même pas encore fini. 63 ans d'indépendance. C'est incroyable. On nous dit avec des mots que nous sommes un pays en voie de développement. C'est le mot qu'on utilise. Hein? C'est un pays en voie de développement. On a entendu ça déjà. C'est un pays à revenus intermédiaires. Surtout, c'est un pays émergent. Ça ne veut rien dire en économie, un pays émergent. Ça ne veut absolument rien dire. On est pauvre. C'est des mots qui sont mis là pour nous faire croire qu'on avance. On n'avance pas. Ou bien si on avance au pas d'escargot. Il y a par exemple des forces militaires à Djibouti aussi, pour des raisons stratégiques. Djibouti est localisé à l'entrée de Bab al-Mandab, où passe près de 30% du commerce mondial. Il y a 8 bases militaires, y compris la Chine et les États-Unis. Les Américains ont une base là-bas qu'on appelle la base Le Monnier, avec près de 1000 soldats américains. Le président Obama, en 2014, a signé un contrat de 20 ans et paye à Djibouti près de 63 millions de dollars annuellement pour utiliser cette base. Je vous ai dit lors d'une conférence que j'avais travaillé avec mon équipe, avec le chef d'état-major, l'armée de l'air, le général de l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. À l'époque, le chef d'état-major nous avait dit qu'il n'arrivait pas à communiquer avec sa base sans que l'armée française n'intercepte leur communication. Alors nous, on avait décidé de dire, bon voilà, le président de la République est le chef suprême des armées. Alors allons-y voir comment la communication du chef de l'État est mise en place. On est allé au palais présidentiel, on se rend compte que tout le système, tout l'apparatus du système était géré par un Français. Ce qui voulait dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le président était à l'écoute. Le général ne peut pas communiquer avec sa base. Le président ne peut pas communiquer avec son général. Parce que la base française militaire est à côté. Mais vous voulez dire qu'on est indépendant avec ça? Mesdames, Messieurs, l'armée française, sa présence, nous cause problème. L'armée américaine a apporté une stabilité en Europe. Par contre, malgré la présence des forces de défense et de sécurité, malgré la présence de l'armée française ici en Côte d'Ivoire, on a eu un coup d'État militaire. On a eu une rébellion. On a eu une guerre civile après les élections. La question est de savoir, messieurs les journalistes et mesdames, quel est le rôle réel de cette armée française en Côte d'Ivoire? Tout cela est inacceptable pour un pays indépendant. Alors, nous allons vous donner les solutions après cette analyse du renouveau démocratique. Eh bien, on constate qu'il y a une grogne contre la France à travers l'Afrique. Les rhétoriques anti-françaises se font de plus en plus entendre. Eh bien, le Rwanda a pris une décision très simple d'éliminer la langue française. Complètement. Le Gabon s'est rapproché du Commonwealth. Et ça veut dire que la grogne est tellement maintenant prononcée qu'au début, quand on parlait de la France-Afrique, on nous disait que c'était des rêves, ça n'existait pas. C'était avant les réseaux sociaux. C'était avant Google et Facebook et tout ça. Maintenant, à l'Assemblée nationale française, les députés de l'opposition parlent de cette France-Afrique. Une réalité. Le Premier ministre, je pense, italien a parlé de ça. Ça a été un tollé diplomatique, un problème diplomatique entre la France et l'Italie. Ça ne marche pas, cette relation. L'alternative pour certains pays africains, vous entendez aujourd'hui, c'est se rapprocher de la Russie et de la Chine. Il y a ceux qui veulent définitivement mettre fin à leur relation avec la France. En réalité, la France elle-même ne sait en réalité quoi faire. Elle fait des propositions pour modifier et garder ses accords au lieu de renoncer officiellement à ces accords. Alors, les solutions du renouveau démocratique, nous sommes contre ces rhétoriques. Nous voulons travailler avec la France. Nous voulons tout simplement éliminer ou bien prendre des décisions pour la Côte d'Ivoire, mais pas contre la France. Nous allons travailler avec la France pour apaiser cette grogne
mais d'une façon où nous allons entendre sur la voie à suivre. Nous allons garder et maintenir notre relation parce que nous pensons que l'alternative Chine et russe n'est pas bonne pour notre pays et l'Afrique en général pour l'instant. L'aventure chinoise est un échec parce qu'il y a un moment de cela que les Africains sont déçus de l'Occident, sont déçus de la France. Les Africains ont décidé d'avoir la relation sino-africaine et avec la Russie et les résultats sont là. Je vous avais dit lors d'une conférence, quoi, c'était la conférence en économie, Dieu m'a fait une grâce quand même de travailler dans beaucoup de pays africains. En Guinée, 2 fois dans mon pays, au Ghana, au Nigeria, à Lubumbashi, au Congo, en Zambie, Mozambique et l'Afrique du Sud. Et je vous avais dit que le contrôle du cuivre était complètement dans la main des Chinois. Il y a de cela, quelques temps de cela. Eh bien, il n'y a même pas plus de 2 semaines, Tshisekedi, elle est en Chine, a remis en cause leur accord de 2008 et il s'est dit qu'effectivement la Chine les a utilisés. La Chine ne respecte pas les cahiers des charges. Tout ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire pour le Congo, ils n'ont pas pu le faire. Donc le président veut revoir ça. Et je crois que la situation était 170% pour la Chine et le président veut renverser ça. Le renouveau démocratique va purement et simplement se retirer de tous les accords. Nous allons nous retirer de tous les accords si nous sommes au pouvoir. On ne les négocie pas. On n'a pas besoin de négocier ces accords. Parce que vous savez, en justice, si vous faites signer un accord à un enfant de 14 ans, que le dossier arrive en justice, on le rejette parce que c'est des mineurs. Nous, on veut comparer cette signature de cet accord à cette analogie de 14 ans. Les pays indépendants qui sont nouveaux, qui n'ont aucune connaissance en économie, même militairement, ont signé des accords très souvent parce qu'ils voulaient l'indépendance. Et nous n'allons pas continuer avec ça. Nous allons purement et simplement mettre fin à tout cet accord, y compris le franc CFA. Et si par la grâce de Dieu aussi que nous sommes au pouvoir, en concertation avec les autres pays membres de l'UMOA, nous allons immédiatement nous débarrasser du franc CFA, créer une monnaie digne de ce pays. Nous allons donner la liberté à la BCEAO d'imprimer et d'injecter de l'argent dans la zone, de jouer son vrai rôle de banque centrale qu'elle n'a jamais eu dans son histoire. Septièmement, nous allons relancer une nouvelle coopération gagnant-gagnant avec la France dans un respect mutuel orienté plutôt sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le renouveau démocratique numéro 8, après analyse subventionnée, prenez note s'il vous plaît. Nous sommes convaincus que la présence des forces françaises en Côte d'Ivoire n'est pas nécessaire. Nous demandons à l'armée française de quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est non négociable. Enfin, nous allons plutôt nous tourner vers nos braves forces et de forces de défense et de sécurité, le FDS. S'il faut doubler le salaire des militaires, des policiers, des gendarmes, des hauts et forêts, il faut le faire. Notre sécurité dépend d'eux, pas de la France, pas d'une présence militaire française, parce qu'elle nous a donné un semblant de sécurité que nous n'avons réellement pas. Il nous faut des formations appropriées à nos FDS, du matériel. Parce que s'ils sont bien équipés, ils peuvent défendre contre l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. Aucune rébellion ne doit réussir sous notre armée. Aucune. La paix n'a pas de prix. C'est-à-dire que si vous avez une armée faible, une milice, une rébellion, et puis l'armée s'effondre, qu'est-ce qui nous arrivait? Nous n'avions pas d'armée. Pour éviter ça, il faut investir dans l'armée. Il faut investir dans cette armée parce que la sécurité, notre sécurité, y dépend. Et sans cette armée, nous aurons des problèmes internes comme externes. Parce qu'on pense que l'armée, c'est seulement quand nous sommes attaqués de l'extérieur. Non, le problème peut venir de l'intérieur. C'est pourquoi nous allons investir suffisamment dans notre armée. Nous lançons un appel à la diaspora en France, en Angleterre, en Italie, partout en Europe, au Canada et aux États-Unis, de joindre cette jeunesse pour un nouveau départ et une construction réelle du pays. Il y aura du travail pour tout le monde. Nous allons passer à la phase d'industrialisation.
C'est-à-dire les acquis sont les acquis. La Côte d'Ivoire doit s'orienter uniquement dans la phase d'industrialisation pour les décennies à venir. Et donc, sur ce, je vous dis merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.